Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Tu es stérile, inutile, et personne ne t'aimera jamais. Le monde de Laura Bennett vola en mille éclats à l'entente de ces 10 mots. Chacun d'eux était une balle tirée à bout portant en plein cœur par l'homme qui avait jadis promis de l'aimer. Mais ce fut le rire qui l'acheva. Nathan Sterling se tenait dans le hall en marbre de leur manoir de Georgetown, entouré des débris du cristal de Waterford de sa grand-mère, le seul héritage qu'elle ait jamais reçu, son unique lien avec une famille qu'il avait aimée inconditionnellement. Et il riait. Ce n'était pas le rire chaleureux de leur début, mais quelque chose de froid et calculé, le bruit qu'un prédateur émet lorsqu'il accule une proie blessée. « Regarde ta tête, » dit Nathan, sa voix portant cette même cruauté désinvolte qu'il réservait autrefois à ses rivaux commerciaux et à ses employés incompétents. « Tu pensais vraiment que ça allait marcher, n'est-ce pas? Tu pensais qu'en essayant assez fort, en le voulant assez fort, ton corps brisé pourrait accomplir ce que n'importe quelle autre femme réussit sans même y penser. » Les jambes de Laura se dérobèrent. Elle s'effondra sur le tapis persan qu'ils avaient choisi ensemble lors de leur lune de miel à Istanbul. À l'époque où le monde était plein de possibles et leur amour semblait invincible. L'ironie ne lui échappa pas, elle était agenouillée sur un tapis représentant des oiseaux en plein vol, une liberté qu'elle ne connaîtrait plus jamais, du moins pas comme elle l'avait imaginé. 3 ans. 3 ans de tests de grossesse négatifs, de fausses couches dévastatrices, de traitements hormonaux qui la faisaient se sentir étrangère dans son propre corps, de rendez-vous médicaux se terminant par des haussements d'épaules désolés et des suggestions d'approches alternatives. 3 ans à regarder l'amour de Nathan refroidir degré par degré, à sentir son toucher devenir machinal, à l'entendre parler à ses amis de « notre situation » sur le ton réservé aux investissements ratés. Le médecin a dit que nous devrions essayer le nouveau traitement de fertilité, murmura Laura, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement de la climatisation. Le docteur Ashwood pense que mes niveaux hormonaux pourraient mieux répondre à... Arrête. L'ordre de Nathan trancha ses mots comme une lame dans de la soie. À 32 ans, il possédait toujours cette beauté classique qui l'avait d'abord attiré, une mâchoire carrée, des cheveux blonds parfaitement coiffés, des yeux couleur ciel d'hiver. Mais ses yeux étaient devenus plus froids chaque mois où leurs efforts pour concevoir échouaient, et maintenant, ils ne contenaient plus que du mépris. J'ai fini de faire semblant que ça va marcher. J'ai fini de gaspiller de l'argent dans des traitements pour une femme incapable d'accomplir la fonction la plus basique d'une épouse. Laura sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, pas son cœur, qui se brisait lentement depuis des mois, mais quelque chose de plus profond. Son sens de soi, sa croyance en sa propre valeur, le fondement même de qui elle pensait être en tant que femme. « Nathan, je t'en prie. » Laura lutta pour se remettre sur des jambes qui menaçaient de céder. « Nous nous sommes promis de ne jamais abandonner. Nous avons dit que nous affronterions tout ensemble. Je sais que c'est dur, mais... » Son rire était dénué de chaleur, un son dur qui résonnait contre les plafonds voûtés qu'ils avaient un jour prévu de remplir de rires d'enfants. Dur ne commence même pas à décrire ce que c'est d'être marié à une femme brisée qui ne peut pas me donner ce que toutes les autres épouses réussissent sans y penser. Les mots frappèrent Laura comme des coups physiques, chacun conçu pour atteindre les blessures les plus profondes de son cœur déjà saignant. Elle avait toujours su que Nathan pouvait être cruel quand les choses n'allaient pas dans son sens. Elle avait été témoin de son renvoi froid d'employés, de sa destruction calculée de rivaux, mais jamais sa cruauté n'avait été dirigée contre elle avec une telle précision chirurgicale. « J'ai rencontré quelqu'un », annonça Nathan en marchant vers le secrétaire antique qu'ils avaient acheté ensemble lors d'une vente en Virginie, où ils avaient passé un week-end d'automne parfait à planifier leur avenir. Il sortit une enveloppe Kraft et se tourna vers elle avec ce qui ressemblait à de la satisfaction. « Quelqu'un qui apprécie ce que j'ai à offrir. Quelqu'un qui ne me donne pas l'impression d'être marié à une machine défectueuse. » L'enveloppe vola dans les airs et atterrit au pied de Laura avec un bruit sourd qui sembla résonner dans la pièce soudainement caverneuse. Elle n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'elle contenait. Elle pouvait voir l'entête de l'avocat à travers le papier, pouvait distinguer assez de textes en gras pour comprendre que sa vie telle qu'elle la connaissait touchait à sa fin. Sophia Langlais, dit Nathan, savourant le nom comme un grand cru. 23 ans, magnifique, issue d'une excellente famille, et fertile. Elle l'a déjà prouvé avec son précédent petit ami, bien qu'elle ait perdu ce bébé au premier trimestre. Le fait est qu'elle peut concevoir, ce qui est plus que ce que je peux dire de ma femme actuelle. La vision de Laura se brouilla, non pas de larmes, mais de rage. Une rage pure, incandescente,
qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir, qu'elle avait avalé, réprimé et tourné vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle la consume presque. Pendant 3 ans, elle s'était blâmée, s'était demandé si elle le décevait, si elle échouait dans leur mariage. Échouait dans l'aspect le plus fondamental de la féminité. Mais l'entendre exprimer ses peurs avec une clarté si vicieuse les rendait réelles d'une manière qui ressemblait à la mort. 5 ans, dit-elle. Pas à lui, mais à l'univers qui semblait déterminé à lui arracher tout ce qui lui était cher. 5 ans. Je t'ai tout donné. J'ai soutenu ton entreprise quand tu n'avais rien. J'ai diverti tes clients, géré ton calendrier social, fait de ta maison un foyer. Je t'ai aimé quand tu as perdu ton père. Je t'ai tenu quand tu pleurais. J'ai cru en tes rêves quand personne d'autre ne le faisait. Et je suis reconnaissant pour tout cela, répondit Nathan sur le même ton qu'il utiliserait pour remercier une secrétaire particulièrement efficace. Mais la gratitude ne te rend pas fertile. La gratitude ne me donne pas les fils dont j'ai besoin pour perpétuer le nom d'Esterling. La gratitude ne répare pas ce qui est brisé en toi. Le voilà encore. Brisé. Le mot qui avait chuchoté dans son esprit durant ces moments les plus sombres, mais l'entendre prononcé à haute voix par l'homme qui avait promis de l'aimer pour toujours le rendait réel, telle une condamnation à mort. Signe les papiers, poursuivit Nathan, sa voix prenant l'efficacité professionnelle qu'il utilisait lors des conseils d'administration. Je suis généreux avec le règlement. Tu auras assez pour recommencer ailleurs. Juste pas ici, et pas avec mon nom. Les mains de Laura tremblaient alors qu'elle ramassait l'enveloppe, le papier semblant plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais tenu. À l'intérieur, elle le savait, se trouvait la dissolution légale de chaque rêve qu'elle avait osé faire, chaque espoir qu'elle s'était permis de nourrir. Mais alors qu'elle tenait ces papiers, qu'elle regardait l'homme qui avait été son tout, se tenant là parmi les morceaux brisés du cristal de sa grand-mère avec la satisfaction écrite sur le visage, Laura ressentit quelque chose d'inattendu, la clarté. Tu as raison, dit-elle finalement, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Personne ne m'aimera jamais comme tu l'as fait. Le visage de Nathan montra la première lueur de surprise. Il s'était attendu à des larmes, des supplications, peut-être même de l'hystérie. Laura se releva du tapis avec une dignité qu'elle ignorait posséder encore, serrant les papiers du divorce contre sa poitrine comme une armure contre la dévastation qui menaçait de la submerger. Parce que la façon dont tu m'aimais n'était pas de l'amour du tout, poursuivit-elle, sa voix se renforçant à chaque mot. C'était de la possession. C'était conditionnel. C'était cruel. Et tu sais quoi, Nathan? Je suis reconnaissante que tu me montres ton vrai visage maintenant, avant que je ne gaspille plus d'années à essayer de mériter quelque chose que tu n'as jamais été capable de donner. La bouche de Nathan s'ouvrit et se referma sans bruit, clairement pas préparée à cette réponse. Je vais signer tes papiers, dit Laura doucement. Mais sa voix porta jusqu'au moindre recoin de la pièce. Mais un jour, Nathan Sterling, tu réaliseras ce que tu as jeté. Et quand ce jour viendra, j'espère que tu te souviendras de ce moment. J'espère que tu te souviendras du bruit du cristal qui se brise et que tu comprendras que ce ne sont pas juste des vases que tu as détruits aujourd'hui. C'était la dernière chance que tu auras jamais d'être aimé par quelqu'un qui voyait le meilleur en toi, même quand tu ne pouvais pas le voir toi-même. Sans un autre mot, Laura monta à l'étage pour emballer les restes de sa vie, laissant Nathan seul parmi les éclats de cristal et de rêve, inconscient qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie et de lui offrir le plus grand cadeau qu'elle recevrait jamais. La liberté de découvrir qui elle était vraiment quand elle n'essayait pas d'être ce dont quelqu'un d'autre avait besoin. 10 ans plus tard, Laura regarderait ce moment comme le jour où sa vraie vie avait commencé. Chapitre 2, le phénix renaissant de ses cendres. Le jour où Laura Bennett se regarda dans le miroir et ne reconnut pas la femme forte qui la fixait en retour, elle réalisa qu'il faut parfois se perdre complètement pour découvrir qui l'on était censé être depuis toujours. C'était le 15 mars 2017, exactement 2 ans après qu'elle eut signé ses papiers de divorce d'une main tremblante. Laura se tenait dans les toilettes de sa petite salle d'études du programme du soir de droit à Georgetown, se préparant pour la présentation qui allait soit lancer sa nouvelle vie, soit confirmer que Nathan avait eu raison sur ses limites depuis le début. Mais la femme dans le miroir n'était pas la créature brisée qui s'était agenouillée sur un tapis perçant, se croyant sans valeur. Cette femme avait du feu dans les yeux et de l'acier dans la colonne vertébrale, gagnée au cours de 24 mois de reconstruction personnelle la plus éreintante qu'un être humain ait jamais tentée. Laura Bennett, dit-elle à son reflet, s'exerçant à l'assurance qu'elle avait appris à porter comme une armure. Spécialiste du commerce international. Futur PDG. Femme qui refuse de rester à terre.
La transformation ne s'était pas faite du jour au lendemain. Elle s'était construite une petite victoire à la fois, un cours à la fois, un moment de courage choisi plutôt que le confort à la fois. Comme la nuit, 6 mois après son divorce, où elle servait du café lors d'une collecte de fonds politiques et avait entendu le sénateur Osborne discuter des politiques commerciales avec l'ambassadeur du Japon. Au lieu de rester invisible, comme on l'avait formée à le faire, Laura s'était approchée discrètement lors d'une accalmie dans la conversation. « Excusez-moi, sénateur Osborne, avait-elle dit, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre discussion sur les implications tarifaires. Avez-vous considéré comment les changements proposés pourraient affecter les petits fabricants du district textile de Virginie ?» Le sénateur l'avait regardé avec surprise, puis avec un intérêt sincère, alors que Laura exposait son analyse des connaissances acquises grâce à ses cours d'économie combinés à une observation du monde réel issu de son travail de traiteur dans les villes industrielles. « C'est en fait brillant, » avait dit lentement le sénateur Osborne. « Qui avez-vous dit que vous étiez ? » Laura Bennett. Je suis étudiante diplômée à Georgetown en commerce international. Eh bien, mademoiselle Bennett, vous comprenez clairement ces problèmes mieux que la plupart de mes conseillers. Avez-vous une carte ? Laura lui avait tendu ses cartes de visite imprimées à la hâte, papier bon marché, design basique, mais elles représentaient quelque chose de révolutionnaire. Laura Bennett, occupant à nouveau de l'espace dans le monde. Cette conversation avait mené à son premier contrat de consultante, un petit projet de recherche pour le bureau du sénateur qui payait plus que 3 mois de travail de traiteur. Mais plus important encore, cela avait montré à Laura quelque chose qu'elle avait oublié, elle était brillante, et les bonnes personnes reconnaîtraient cette brillance si elle était assez courageuse pour la montrer. Le véritable tournant était survenu au cours de sa 2e année d'études supérieures, lorsque le professeur Stone annonça un concours pour un stage d'été auprès de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Le candidat sélectionné passera 3 mois à travailler directement avec des négociateurs internationaux, avait-il expliqué. C'est une opportunité qui lance une carrière. Je m'attends donc à ce que seuls nos étudiants les plus exceptionnels postulent. Laura avait regardé les conditions de candidature à note parfaite, recommandation du corps professoral, présentation devant un panel d'experts internationaux et avait senti la vieille voix familière du doute chuchoter dans sa tête, « Qui es-tu pour penser que tu mérites cela ? Tu es une femme divorcée vivant dans un studio. Travaillant comme serveuse. Ces opportunités ne sont pas pour les gens comme toi. » Mais elle s'était souvenue du rire de Nathan, de sa certitude cruelle qu'elle ne deviendrait jamais rien, et ce souvenir avait transformé son doute en pure détermination. Laura avait passé le mois suivant à préparer cette présentation comme si sa vie en dépendait parce que c'était le cas. Le jour de sa présentation, Laura était entrée dans une salle remplie de professeurs, de diplomates et d'experts en commerce international, vêtue de sa plus belle robe, une simple pièce bleu marine achetée dans une friperie, et portant une présentation qui représentait tout ce qu'elle avait appris sur elle-même au cours des 2 dernières années. « Bonjour », avait commencé Laura, la voix assurée malgré l'ampleur du moment. « Je m'appelle Laura Bennett, et je suis ici pour parler des raisons pour lesquelles le cadre actuel du commerce international échoue vis-à-vis des pays en développement, et comment nous pouvons y remédier. » Pendant les 20 minutes suivantes, Laura avait commandé cette salle avec l'autorité de quelqu'un qui avait trouvé sa vocation. Elle avait répondu aux questions d'anciens ambassadeurs, impressionné les économistes par son analyse, et regardé les visages sceptiques se transformer en expressions d'admiration sincère. 2 semaines plus tard, Laura avait reçu l'appel qui allait tout changer. Elle avait été sélectionnée pour le stage à Genève. Mademoiselle Bennett, avait dit le professeur Stone en lui annonçant la nouvelle personnellement, j'enseigne depuis 30 ans, et c'était l'une des présentations les plus impressionnantes que j'ai jamais vues. Vous avez un don pour voir des connexions qui échappent aux autres. Laura avait raccroché le téléphone et pleuré pendant 1 heure, non pas de tristesse, mais du soulagement écrasant d'être enfin vue pour qui elle était vraiment. L'expérience à Genève avait été transformatrice. Travaillant aux côtés de négociateurs internationaux, Laura avait découvert que sa perspective, celle de quelqu'un qui s'était reconstruite à partir de rien, lui donnait des idées uniques pour aider les économies en difficulté. Sa superviseure, le docteur Maria Cortez, était devenue à la fois mentor et amie. Laura, avait dit le docteur Cortez lors de leur dernière semaine, vous avez quelque chose de spécial. Vous comprenez à la fois la théorie et l'impact humain de la politique d'une manière très rare. Avez-vous envisagé de créer votre propre cabinet de conseil ? Je ne suis qu'une étudiante diplômée, avait répondu Laura automatiquement. Non, avait corrigé le docteur Cortez fermement. Vous êtes une analyste brillante qui se trouve être encore à l'école.
Il y a une différence. Maintenant, debout devant ce miroir 2 ans après le pire jour de sa vie, Laura se préparait à présenter sa thèse. Son téléphone vibra avec un texto de son groupe d'études. « Bonne chance aujourd'hui, Laura. Tu vas être incroyable. » Laura sourit, pensant à la façon dont ses camarades de classe brillants étaient devenus sa famille choisie. Un autre texto, celui-ci du docteur Cortez à Genève. « Je pense à toi aujourd'hui. Souviens-toi que ta place est dans chaque pièce où tu entres. » Laura regarda une dernière fois son reflet. La posture confiante, les yeux intelligents, le sourire qui venait d'un bonheur véritable plutôt que du besoin désespéré de plaire à quelqu'un d'autre. « Nathan, dit-elle doucement au miroir. Tu avais raison sur une chose. La femme que tu as épousée n'aurait pas pu faire ça. Mais elle est partie maintenant, et la femme qui l'a remplacée est tout ce que tu étais trop petit pour apprécier. » Laura rassembla ses documents, redressa les épaules et sortit pour revendiquer l'avenir qu'elle avait bâti de ses propres mains. Le phénix ne s'était pas contenté de renaître de ses cendres. Elle avait appris à voler. Chapitre 3, quand la foudre frappe 2 fois. Le moment où Laura Bennett croisa le regard de James Bennett à travers la grande salle de bal du Kennedy Center, elle comprit pourquoi les poètes avaient passé des siècles à essayer de décrire le coup de foudre et pourquoi ils avaient tous lamentablement échoué. C'était le 15 avril 2018, exactement 3 ans depuis que Nathan avait détruit sa vie. Et Laura avait choisi ce gala de charité pour les vétérans blessés comme cadeau à elle-même, sa première soirée de congé en 6 mois, payée avec la prime qu'elle avait gagnée en excellant à son examen final de finance internationale. Elle travaillait à l'événement au sein de l'équipe de traiteurs d'Isabella Moral, mais ce soir-là semblait différent. Ce soir, elle portait la confiance comme une armure. Elle se déplaçait dans les cercles d'élite de Washington comme l'eau à travers la soie, observant tout en étant vue par personne. Mais ce soir était différent. Sa posture était plus droite, son sourire plus mystérieux, ses yeux sombres reflétant le feu que 3 années de reconstruction avaient transformé en brasier. Elle portait du champagne à travers la foule quand cela arriva. Ce moment électrique où 2 âmes se reconnaissent à travers une pièce pleine d'étrangers. James Bennett se tenait près des tables de vente aux enchères silencieuses, commandant l'attention sans l'exiger. Quand leurs yeux se rencontrèrent, tout le reste s'estompa en bruit de fond. James était grand, probablement un m90, dégageant une autorité tranquille. Son costume sur mesure était porté avec aisance, sans ostentation. Mais ce furent ses yeux qui coupèrent le souffle de Laura. D'un brun profond, intelligent, la regardant comme si elle était la personne la plus fascinante dans une salle remplie de sénateurs et de juges de la Cour suprême. Sa conversation avec le sénateur Reginald Hawthorne mourut au milieu d'une phrase alors qu'il s'excusait et traversait la foule vers Laura avec une détermination concentrée. « Excusez-moi, dit-il en l'atteignant, sa voix portant juste une pointe d'accent du sud qui suggérait des internats coûteux et une vieille fortune. Je suis sur le point de faire quelque chose de complètement inapproprié en interrompant votre travail, mais je ne pouvais pas vous laisser disparaître dans cette foule sans vous dire que vous avez les yeux les plus remarquables que j'ai jamais vus. » Laura sentit ses murs soigneusement construits commencer à se fissurer sous la chaleur de son sourire. En 3 ans de service auprès de l'élite puissante de Washington, personne ne l'avait jamais vue comme plus qu'une paire de mains commodes. Mais cet homme la regardait comme si elle comptait. « C'est une sacrée phrase d'accroche, » répondit Laura, sa voix plus stable que son cœur qui s'emballait soudainement. « Vous l'utilisez sur tout le personnel de restauration, monsieur ? » Bennett. James Bennett. Et non, je n'utilise pas de phrases toutes faites, en fait. Je suis notoirement mauvais pour les conversations banales. Son sourire était enfantin et complètement désarmant. Mais quelque chose chez vous m'a fait oublier toutes les règles de comportement social appropriées. Laura étudia son visage, cherchant le calcul qu'elle avait appris à reconnaître chez les hommes de pouvoir. Mais l'intérêt de James semblait authentiquement sans défense. « Eh bien, monsieur Bennett, j'apprécie le compliment, mais je travaille, et ma patronne n'apprécie pas que le personnel socialise avec les invités. » Laura commença à le dépasser, mais James toucha doucement son bras. « Alors, peut-être, quand vous ne travaillerez plus, j'aimerais vous emmener dîner et m'excuser correctement d'avoir interrompu votre soirée. » Laura marqua une pause. Soit il jouait à un jeu élaboré, soit il était cette race rare d'hommes puissants qui voyaient les personnes plutôt que les positions. « Vous ne connaissez même pas mon nom, fit-elle remarquer. « Non, mais j'aimerais beaucoup le connaître, ainsi que tout le reste à votre sujet. » Laura, dit-elle doucement. Laura Bennett. Laura Bennett, répéta James, comme s'il testait la sensation de son nom sur sa langue.
C'est un beau nom pour une belle femme, mais je soupçonne qu'il y a quelque chose de bien plus intéressant que la beauté derrière ses yeux extraordinaires. Avant que Laura ne puisse répondre, Isabella Moral apparut. Laura, chérie, la table 7 a besoin de champagne frais. Bien sûr, dit Laura. Mais alors qu'elle partait, James parla à nouveau. Laura Bennett, je serai debout juste ici quand vous aurez fini de travailler ce soir. Peu importe s'il est minuit. J'attendrai. À 23h30, la foule s'était considérablement éclaircie. Laura réalisa que James était effectivement toujours là, se tenant exactement où il avait promis, consultant sa montre avec la patience d'un homme qui tenait parole. « Vas-y, dit doucement Isabella. Cet homme ne t'a pas quitté des yeux. Il est soit un tueur en série, soit un homme amoureux. Je parie sur l'amour. » Laura prit une profonde inspiration, retira son tablier et traversa la salle de bal vers l'homme qui allait changer sa vie à jamais. « Monsieur Bennett, dit-elle en l'atteignant. Je crois que vous avez mentionné quelque chose à propos d'un dîner. » Le sourire de James aurait pu alimenter les projecteurs du Kennedy Center. « Je connais un endroit qui sert le meilleur petit déjeuner de minuit à Washington, si vous me faites assez confiance pour me laisser vous y conduire. » Je vous fais confiance, dit-elle doucement, et elle le pensait totalement. Chapitre 4, le jardin des secondes chances. 3 mois après ce premier petit déjeuner de minuit, James Bennett s'agenouilla dans la roseraie du Lincoln Memorial au lever du soleil, tenant une bague qui coûtait plus cher que la plupart des maisons, et Laura Bennett comprit enfin ce que signifiait être aimée par un homme qui la voyait comme un cadeau plutôt qu'un fardeau. La course s'était déroulée comme un conte de fées sophistiqué. James avait poursuivi Laura avec patience et intensité. Leur premier rendez-vous officiel avait été un dîner au Adams, où James avait réservé tout le restaurant sur le toit. « Je veux tout savoir sur toi », avait dit James. « Je veux comprendre ce qui t'a façonné en cette femme capable de servir du champagne aux sénateurs tout en étant clairement plus intelligente que la moitié d'entre eux. » Cette conversation avait duré jusqu'au lever du soleil. Laura avait partagé des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, son enfance d'orpheline, ses rêves, et même la fin dévastatrice de son mariage avec Nathan. « Cet homme était un idiot », avait dit James calmement après avoir écouté. « Et je suis reconnaissant pour sa stupidité, car cela signifie que tu es ici avec moi au lieu de gaspiller ta brillance pour quelqu'un de trop petit pour l'apprécier. » La relation physique s'était développée avec la même intensité réfléchie. Quand ils firent finalement l'amour pour la première fois dans son domaine en Virginie, ce fut une révélation. James aimait son corps comme il aimait son esprit, avec une attention totale et une vénération infinie. Il traça ses cicatrices comme si elles étaient des œuvres d'art. « Je t'aime », lui avait dit James après, la tenant contre son torse. « J'aime ta brillance, ta force, ta gentillesse. Je t'aime complètement, Laura Bennett. » La proposition de mariage fut à l'image de James, parfaite. « Laura, » dit James, toujours agenouillé parmi les roses alors que le Washington Monument captait la première lumière de l'aube. « Je veux être ton mari, ton partenaire dans chaque aventure, le père de tes enfants si tu le veux bien. Je veux bâtir un empire avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Laura regarda cet homme extraordinaire. La femme brisée qui avait signé les papiers du divorce il y a 3 ans avait eu tort sur tout. « Oui, » dit Laura, sa voix forte et claire. « Oui, James Bennett, je t'épouserai. » James glissa la bague, un diamant taille émeraude de 5 carats à son doigt et l'embrassa. « James, » dit Laura doucement alors qu'il retournait à la voiture. « Je veux que Nathan Sterling nous voie ensemble. Je veux qu'il voie ce qu'est le véritable amour. » James sourit. « Ma chérie Laura, quand nous serons prêts, nous nous assurons qu'il voit tout ce qu'il a perdu. » Chapitre 5, des miracles écrits dans la lumière des étoiles. Laura Bennett fixa les 2 lignes roses sur le test de grossesse, les larmes ruisselant sur son visage, comprenant enfin que l'univers réserve parfois ses plus beaux cadeaux à ceux qui ont assez souffert pour vraiment les apprécier. Elle était assise sur le sol en marbre de la salle de bain principale de leur villa Toscane, où elle et James passaient leur lune de miel depuis 2 semaines. Les nausées matinales prenaient soudain tout leur sens. Leur mariage, 3 mois plus tôt, avait été tout ce que Laura n'avait jamais osé rêver. Une cérémonie intime dans la roseraie. « Je promets d'aimer ton esprit autant que ton cœur », avait promis James dans ses vœux. La lune de miel en Toscane avait été une révélation. James avait surpris Laura en révélant qu'il avait discrètement recherché des spécialistes de la fertilité, non pas parce qu'il pensait qu'elle avait besoin d'être réparée, mais pour soutenir ses choix.
Je sais ce que ce salaud de Nathan t'a dit à propos des enfants. James le lui avait dit un soir, alors qu'il contemplait le coucher de soleil depuis leur terrasse, mais je veux que tu saches que mon amour pour toi n'est conditionné par rien. Si nous avons des enfants, je serai l'homme le plus chanceux du monde. Si nous n'en avons pas, je resterai l'homme le plus chanceux du monde parce que je t'ai toi. Laura avait pleuré à ce moment-là, submergée par la différence entre un homme qu'il aimait malgré ses défauts perçus et un homme qu'il aimait exactement tel qu'elle était. Et maintenant, fixant ce test de grossesse, Laura réalisa que son corps avait simplement attendu le bon homme, le bon amour, le bon moment pour créer le miracle dont elle avait toujours été capable. James, appela-t-elle, la voix tremblante de joie et d'incrédulité. James apparut dans l'encadrement de la porte de la salle de bain en quelques secondes, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, l'inquiétude gravée sur le visage. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es encore malade? Dois-je appeler le docteur Ashwood ?» Laura tendit le test de grossesse d'une main tremblante, incapable de parler à travers ses larmes. James fixa le test un long moment, puis se laissa lentement tomber à genoux près d'elle, sur le sol en marbre. « Est-ce que c'est nous? C'est notre nous? Nous attendons un bébé, murmura Laura. Prononcer ces mots à voix haute les rendit réels d'une manière qui envoya une joie pure traverser chaque cellule de son corps. La réaction de James fut tout ce que Laura aurait pu espérer, et plus encore. Il la prit dans ses bras et la serra comme si elle était faite de verre filé, ses propres larmes coulant librement alors qu'il enfouissait son visage dans ses cheveux. « Je t'aime, chuchota-t-il inlassablement. Je t'aime tellement, Laura. Merci pour ce miracle. Merci de me donner tout ce que je n'ai jamais su que je voulais. » Ils restèrent enlacés sur le sol de la salle de bain jusqu'à ce que le soleil fût complètement levé, échafaudant des plans, partageant des rêves et s'émerveillant de la perfection du moment. Laura venait d'obtenir son MBA avec les plus grands honneurs. Les affaires de James étaient plus florissantes que jamais, et ils étaient si profondément amoureux que fonder une famille semblait être l'étape naturelle suivante de leur belle histoire. Le vol de retour vers Washington fut un tourbillon de planification et d'excitation. James appela immédiatement le docteur Reginald Ashwood, qui était devenu leur médecin de famille après avoir rencontré Laura à l'hôpital, et prit rendez-vous dès leur atterrissage. « Madame Bennett, docteur », dit Ashwood avec un sourire chaleureux lorsqu'ils arrivèrent à son cabinet de Georgetown. « Félicitations. Votre prise de sang confirme ce que le test à domicile a montré. Vous êtes bel et bien enceinte, d'environ 8 semaines. » Laura serra la main de James alors que le docteur Ashwood procédait à l'échographie, la même procédure qui ne lui avait apporté que des chagrins lors de son mariage avec Nathan. Mais cette fois, lorsque le visage du médecin se changea en une surprise ravie, Laura ne ressentit que de l'anticipation. « Eh bien » demanda-t-elle. « Eh bien » murmura le docteur Ashwood en ajustant la sonde échographique. « C'est intéressant. »« Quoi » demanda James, la voix tendue par l'inquiétude. « Rien d'inquiétant » les rassura rapidement le docteur Ashwood. « Bien au contraire, en fait. M et Madame Bennett, vous attendez des jumeaux. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Laura fixa l'écran de l'échographie où elle pouvait clairement voir 2 minuscules battements de cœur scintiller comme des étoiles dans une galaxie de possibilités. « Des jumeaux » murmura Laura. « Des garçons identiques. » À première vue, confirma le docteur Ashwood. « En bonne santé, des battements de cœur forts, se développant parfaitement. Vous, ma chère, allez avoir les mains pleines avec 2 petits briseurs de cœur. » James émit un son qui était moitié rire, moitié sanglot, et pressa son front contre celui de Laura. « Des jumeaux » répéta-t-il avec émerveillement. « Laura, nous allons avoir 2 fils. » Laura ne pouvait pas parler à travers ses larmes. Après des années à croire que son corps était brisé, après s'être entendue dire qu'elle ne valait rien parce qu'elle ne pouvait pas concevoir, elle était enceinte de jumeaux, 2 garçons en bonne santé qui grandiraient en sachant qu'ils étaient désirés, aimés et chéris dès l'instant de leur conception. La grossesse se déroula comme un rêve. Laura connut des nausées matinales, mais elle ressemblait plus à un cadeau qu'à un fardeau. James la traitait comme une reine, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin tout en respectant son indépendance et en soutenant sa décision de lancer sa propre société de conseil international, Bennett International Consulting. Laura l'annonça un soir au dîner, présentant à James les cartes de visite qu'elle avait conçues. « Je veux garder mon nom professionnellement, et je veux que nos fils sachent que leur mère a construit quelque chose d'important. » James n'avait jamais semblé plus fier. « Ma brillante épouse, l'entrepreneuse. »
J'ai hâte de te voir conquérir le monde des affaires. Le cabinet de conseil de Laura décolla immédiatement. Sa combinaison d'excellence académique, d'expérience concrète au service de l'élite de Washington et des relations de James créa une tempête parfaite de succès. En 6 mois, elle avait décroché des contrats avec 3 ambassades, 2 entreprises du Fortune 500 et la Banque mondiale. À mesure que le ventre de Laura s'arrondissait, leur excitation à l'idée de devenir parent grandissait aussi. James transforma son bureau à domicile en chambre d'enfant, peignant les murs d'un vert sauge doux et la remplissant de livres, de jouets et de 2 berceaux assortis qu'il avait fait fabriquer sur mesure par un artisan du Vermont. « Je veux qu'ils sachent qu'ils sont aimés avant même d'ouvrir les yeux », dit James à Laura un soir alors qu'il se tenait dans la chambre terminée, ses mains posées sur son ventre de 8 mois. « Ils le savent déjà », répondit Laura en couvrant ses mains des siennes. Ils grandissent à l'intérieur de l'amour lui-même. Laura ne s'était jamais sentie aussi belle qu'enceinte des enfants de James. Il la photographiait constamment, documentant chaque étape de son corps changeant avec la révérence d'un artiste capturant un chef-d'œuvre. Les photos rempliraient plus tard leurs albums de famille, Laura au Lincoln Memorial avec son ventre de 6 mois, Laura dans leur jardin de Virginie entourée de roses à 7 mois, Laura et James lisant des revues économiques ensemble à 8 mois. La chambre des bébés devint leur pièce préférée de la maison. Ils s'y asseyaient le soir, James lisant des articles d'affaires à haute voix au ventre de Laura pendant qu'elle travaillait sur son ordinateur portable, bâtissant son empire tout en faisant grandir leur famille. Les garçons, disait James au ventre de Laura chaque soir avant de dormir, votre maman est la femme la plus extraordinaire du monde. Elle va vous apprendre à être fort, gentil, intelligent et courageux. Et moi, je vais vous apprendre à l'aimer comme elle mérite d'être aimée, complètement, inconditionnellement et pour toujours. Laura s'endormait chaque nuit avec la main de James sur son ventre, sentant les jumeaux bouger en elle, sachant qu'elle portait non seulement des enfants, mais la manifestation physique de l'amour le plus profond qu'elle ait jamais connu. Un soir de début septembre, alors que Laura était assise dans la chambre d'enfant, travaillant sur une proposition pour l'Union européenne tandis que James assemblait une deuxième table à langer, elle ressentit un sentiment bouleversant de plénitude. 3 ans et demi plus tôt, elle s'était crue brisée, sans valeur, incapable de donner à un homme ce dont il avait besoin. Maintenant, elle bâtissait un empire commercial international tout en portant des fils jumeaux, mariée à un homme qui la voyait comme un miracle. James, dit-elle doucement, s'interrompant dans sa frappe. Il leva les yeux du manuel d'instruction, un tournevis dans une main et une expression confuse sur le visage. Je veux que Nathan sache, dit Laura calmement. Je veux qu'il sache pour les jumeaux, pour notre succès professionnel, pour combien nous sommes heureux. Je veux qu'il voie à quoi ressemble le véritable amour. James posa le tournevis et vint s'agenouiller près de la chaise de Laura, ses mains douces sur son ventre où grandissaient ses fils. Tu es sûr, demanda-t-il avec précaution. Je ne veux rien qui puisse te contrarier ou stresser les bébés. Laura plaça ses mains sur les siennes, sentant les jumeaux répondre au toucher de leur père par de légers coups de pied. Je suis sûr, dit-elle fermement. Pas par vengeance, mais pour tourner la page. Je veux qu'il voie que sa cruauté ne m'a pas brisée. Elle m'a rendue assez forte pour reconnaître le véritable amour quand il m'a trouvée. James sourit, l'expression d'un homme qui soutiendrait sa femme dans tout ce dont elle avait besoin pour guérir complètement. Alors nous ferons en sorte qu'il voie, dit James doucement. Quand tu seras prête, quand les garçons seront en sécurité dans tes bras, nous montrerons à Nathan Sterling exactement ce qu'il a perdu quand il était trop petit pour apprécier la femme extraordinaire qu'il avait. Laura lui rendit son sourire, sentant leur fils bouger sous leurs mains jointes, sachant que son plus grand triomphe ne serait pas de montrer à Nathan à quel point elle avait réussi. Ce serait de lui montrer à quel point elle était aimée, profondément, complètement et inconditionnellement. Le miracle qu'elle portait n'était pas seulement 2 petits garçons en bonne santé. C'était la preuve que le véritable amour pouvait guérir n'importe quelle blessure, que le bon homme verrait sa valeur, et que parfois l'univers réservait ses plus beaux cadeaux à ceux assez courageux pour se reconstruire à partir des cendres. Laura Bennett était sur le point de devenir mère de jumeaux, propriétaire d'une entreprise internationale florissante et épouse d'un homme qui l'adorait. Mais plus important encore, elle était sur le point de prouver que Nathan Sterling avait eu tort sur toute la ligne. Chapitre 6, double bénédiction, joie infinie. À 3h47 du matin, le 15 octobre 2019, Laura Bennett mit au monde 2 miracles parfaits, et James Bennett pleura comme un homme assistant à la naissance de tout ce dont il avait toujours rêvé. Le travail avait commencé pendant une réunion du conseil d'administration de la société de conseil de Laura, qui employait désormais 15 personnes et s'apprêtait à signer son plus gros contrat à ce jour avec le département d'État.
Laura présentait les projections trimestrielles lorsqu'elle ressentit la première contraction, mais étant Laura, elle termina sa présentation et conclut l'affaire avant d'admettre qu'elle était peut-être en travail. Laura Bennett, dit James lorsqu'elle l'appela depuis la salle de conférence, toi seul négocierais un contrat d'1 million de dollars tout en entrant en travail pour des jumeaux. C'est Bennett International, corrigea Laura avec un rire qui se transforma en un halètement lorsqu'une autre contraction la frappa. Et oui, je pense qu'il est temps. Le trajet vers l'hôpital universitaire de Georgetown fut surréel, Laura chronométrant les contractions tout en répondant aux appels des clients, James conduisant prudemment tout en appelant le docteur Ashwood et essayant de ne pas paniquer. Mais dès leur arrivée à la maternité, tout sembla être le destin se déroulant exactement comme il se devait. Madame Bennett, dit le docteur Margaret Whitmore, l'obstétricienne recommandée par le docteur Ashwood, vous avez des contractions très fortes et très efficaces. Ces garçons sont prêts à rencontrer leurs parents. Le travail de Laura progressa rapidement, mais sans danger, son corps semblant savoir exactement quoi faire après des années de préparation pour ce moment. James ne quitta jamais son côté, lui tenant la main pendant les contractions, lui donnant des éclats de glace et lui chuchotant des encouragements qui la faisaient se sentir comme la femme la plus forte ayant jamais vécu. « Tu es incroyable », lui disait James entre les contractions, lissant ses cheveux en arrière. « Regarde ce que tu fais, Laura. Regarde ce que nous créons ensemble. Nous allons avoir des bébés, murmura Laura avec émerveillement, comme si la réalité venait juste de la frapper. Nous allons avoir nos fils, corrigea doucement James, deux petits garçons parfaits qui grandiront en sachant qu'ils ont été désirés dès l'instant où nous avons rêvé d'eux. La naissance elle-même fut à la fois l'expérience la plus éprouvante et la plus transcendante de la vie de Laura. Lorsque le docteur Whitmore lui dit qu'il était temps de pousser, Laura puisa dans chaque once de force qu'elle avait bâtie au cours des 4 années passées à se reconstruire à partir de rien. Voici le bébé A, annonça le docteur Whitmore. Et soudain, il y eut un son que Laura n'avait jamais entendu auparavant, le cri de son premier-né. James sanglota ouvertement alors que le docteur Whitmore plaçait leur premier fils sur la poitrine de Laura, cette créature minuscule et parfaite avec une tête pleine de cheveux noirs et des poumons qui annonçaient son arrivée à toute la maternité. « Il est magnifique », murmura Laura, touchant la joue incroyablement douce du bébé d'un doigt. « Il est absolument parfait. » Henry, dit doucement James, le prénom qu'ils avaient choisi pour leur aîné. « Bonjour, Henry Bennett. Je suis ton papa et voici ta maman, et nous t'aimons plus que toutes les étoiles dans le ciel. » 3 minutes plus tard, leur deuxième fils fit son entrée avec tout autant de drame, et le docteur Whitmore plaça William Bennett sur la poitrine de Laura, à côté de son frère. Laura baissa les yeux vers ses deux fils, identiques mais montrant déjà des personnalités distinctes. Henry, calme et observateur. William, plus vocal quant à son mécontentement d'avoir été expulsé de son foyer confortable. Elle sentit son cœur se dilater pour accueillir un amour si vaste qu'il semblait impossible à contenir dans un seul corps humain. James, murmura-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage alors qu'elle serrait les deux bébés contre sa poitrine. Regarde ce que nous avons fait. Regarde ce que nous avons accompli ensemble. James pleurait trop fort pour parler de manière cohérente, mais il parvint à embrasser le front de Laura, puis la petite tête de chacun de ses fils, ses grandes mains douces comme des ailes de papillon alors qu'il les touchait pour la première fois. Ils sont parfaits, réussit-il enfin à dire. Laura, ils sont absolument parfaits. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'examen, de mesures et de paperasse. Mais Laura se souvenait de chaque détail avec une clarté cristalline. Henry pesait 7 livres et 2 onces, 3,2 kg, et William pesait 6 livres et 15 onces, 3,1 kg. Les deux garçons étaient en bonne santé, forts et manifestement intelligents. Ils suivaient les mouvements des yeux et semblaient reconnaître immédiatement la voix de leurs parents. Ils nous connaissent, s'émerveilla Laura en les allaitant pour la première fois, un dans chaque bras, tandis que James prenait ce qui semblait être un millier de photos. Ils connaissent vraiment nos voix. Bien sûr qu'ils nous connaissent, dit doucement James. Ils nous écoutent lire des revues économiques et débattre de la politique commerciale internationale depuis des mois. Ils comprennent probablement mieux les taux de change que la plupart des adultes. La suite privée que James avait réservée à l'hôpital universitaire de Georgetown devint la première maison de leur famille. Des fleurs arrivaient toutes les heures des partenaires commerciaux de Laura, des collègues de James, des infirmières de l'hôpital national pour enfants où Laura avait fait du bénévolat pendant tant d'années. Mais ce fut la visite du docteur Reginald Ashwood qui émut Laura aux larmes. « Madame Bennett, » dit le vieux médecin en examinant les jumeaux avec un plaisir évident. « Ces garçons sont des exemples parfaits de ce que l'amour peut créer.
Fort, en bonne santé, clairement adoré. Vous devriez être très fiers. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont vraiment là, admit Laura, regardant James changer la couche de William avec la concentration d'un homme désamorçant une bombe. Pendant si longtemps, j'ai cru que cela ne m'arriverait jamais. Le cœur a son propre calendrier, dit doucement le docteur Ashwood. Ces garçons ont attendu de savoir qu'ils naîtraient dans l'amour, la sécurité, et avec des parents prêts à leur donner tout ce dont ils ont besoin. Laura passa ses premiers jours à l'hôpital à s'émerveiller de la perfection de ses fils. Henry était clairement le contemplatif, étudiant tout autour de lui avec des yeux sombres et sérieux qui ressemblaient déjà remarquablement à ceux de James. William était plus social, émettant de petits sons qui ressemblaient à des tentatives de conversation et préférant clairement être tenu face à face pour pouvoir étudier quiconque lui parlait. Ils ont déjà des personnalités distinctes, observa Laura le deuxième jour, regardant Henry dormir paisiblement tandis que William s'agitait jusqu'à ce que James le prenne dans ses bras. Tout comme leurs parents, dit James avec un sourire, installant William contre son épaule, où le bébé se calma immédiatement. Un stratège réfléchi, un diplomate charmant. Le photographe que James avait engagé captura chaque instant. La première tétée des jumeaux, leur premier vrai sommeil, le visage de Laura alors qu'elle regardait James chanter des berceuses de sa voix de baryton étonnamment bonne, l'expression de pur émerveillement de James alors qu'il tenait les deux garçons pendant que Laura faisait la sieste. Mais ce furent les moments calmes que Laura chérissait le plus. Tard dans la nuit, quand l'hôpital était paisible et que les garçons dormaient, elle et James s'asseyaient ensemble dans la pièce faiblement éclairée, regardant simplement leur fils respirer et s'émerveillant du miracle qu'ils avaient créé. Je n'arrête pas de penser à Nathan, admit Laura lors de leur troisième nuit, allaitant Henry tandis que James tenait William. À ce qu'il m'a dit, sur le fait que personne ne m'aimerait jamais. La mâchoire de James se crispa, mais sa voix resta douce. Et qu'en penses-tu maintenant? Laura regarda autour de leur suite d'hôpital, les fleurs des amis et collègues, James qui n'avait pas quitté son chevet depuis la naissance des garçons, les deux bébés parfaits qui existaient parce qu'elle avait trouvé un homme capable d'un véritable amour. Je pense qu'il avait raison sur une chose, dit doucement Laura. Personne ne m'aimera jamais comme lui l'a fait, parce que le véritable amour ne blesse pas, le véritable amour ne diminue pas, et le véritable amour crée de belles choses au lieu de les détruire. James se pencha pour embrasser son front, prenant soin de ne pas déranger le bébé dans ses bras. Laura, tu es aimée par ton mari, tes fils, tes amis, tes collègues et chaque enfant dont tu as touché la vie à l'hôpital. Tu es aimée complètement, inconditionnellement et pour toujours. Nathan Sterling avait tort sur tout. Le 4e jour à l'hôpital, Laura fut enfin prête à partager leur joie avec le monde. Elle demanda à James de prendre une photo d'elle tenant les deux garçons, leur visage minuscule paisible dans le sommeil, son propre visage rayonnant de bonheur et d'amour. Je veux publier ça, dit Laura en montrant la photo à James. Je veux que tout le monde voie à quel point notre famille est belle. James étudia la photo. Laura ressemblait à une madone, ses cheveux noirs tombant en ondes douces autour de son visage, sa peau brillant de la nouvelle maternité, et les jumeaux parfaits dans ses bras comme s'ils avaient été faits pour s'y loger. C'est magnifique, dit doucement James. On dirait que tu es né pour être leur mère. Je l'étais, dit Laura avec une certitude tranquille. Je pense que tout ce qui m'est arrivé, toute la douleur, toute la lutte, toutes ces années à me sentir brisée, tout cela me préparait à être assez forte pour les aimer comme ils le méritent. Laura publia la photo sur les réseaux sociaux avec une légende simple, Henry et William Bennett. Né le 15 octobre 2019. Parfait à tous égards. Nos cœurs sont complets. La réponse fut écrasante, des centaines de félicitations de collègues, d'amis et même de connaissances qui avaient observé la transformation de Laura au cours des 4 dernières années. Mais Laura se surprit à surveiller la publication pour une réaction spécifique. Une personne qu'elle espérait voir ce que le véritable amour avait créé. Il le verra, dit James doucement, comprenant sans qu'elle ait à expliquer. Et quand il le fera, il comprendra exactement ce qu'il a perdu. Laura hocha la tête, mais elle réalisa avec surprise qu'elle ne se souciait plus de la réaction de Nathan pour les raisons d'autrefois. Elle n'essayait plus de lui prouver quoi que ce soit. Elle voulait simplement qu'il voie que sa prédiction avait été fausse, qu'elle avait été aimée complètement, passionnément et magnifiquement, et que cet amour avait créé ces deux miracles parfaits. Alors qu'il se préparait à ramener Henry et William à la maison, vers la chambre que James avait passé des mois à perfectionner, Laura ressentit un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle n'était plus la femme brisée qui avait signé les papiers du divorce 5 ans plus tôt.
Elle n'était plus l'étudiante en difficulté travaillant 3 emplois pour reconstruire sa vie. Elle était Laura Bennett, femme d'affaires accomplie, épouse bien-aimée et maintenant mère des 2 bébés les plus parfaits jamais nés. Prête à rentrer à la maison, Madame Bennett, demanda James, attachant soigneusement William dans son siège auto pendant que Laura sécurisait Henry. Prête, dit Laura. Mais alors qu'ils sortaient de l'hôpital vers leur avenir en tant que famille de 4, elle réalisa qu'elle avait été prête pour ce moment toute sa vie. Elle ne l'avait simplement pas su jusqu'à ce qu'elle trouve un homme digne de le construire avec elle. Les jumeaux dormaient paisiblement dans leur siège auto alors que James les conduisait à la maison à travers l'après-midi d'octobre. Et Laura regardait le paysage de Washington défiler, des larmes de pure joie ruisselant sur son visage. Quelque part dans cette ville, Nathan Sterling vivait sa vie, croyant probablement avoir fait le bon choix en la quittant pour une femme plus jeune. Mais Laura savait quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. La meilleure vengeance n'était pas de détruire la vie de quelqu'un. C'était de construire quelque chose de si beau, de si parfait, de si manifestement béni que leur absence devenait leur punition. Et alors qu'ils entraient dans l'allée de leur domaine de Potomac, où une chambre d'enfant attendait d'accueillir Henry et William Bennett, Laura sut que sa vengeance était complète. Non pas parce qu'elle avait blessé Nathan, mais parce qu'elle lui avait prouvé qu'il avait tort sur tout ce qui comptait. Chapitre 7, Murmure du passé. 5 ans après avoir prononcé son nom pour la dernière fois, Laura Bennett entendit le nom de Nathan Sterling chuchoter à travers la réception au champagne du Kennedy Center et ne ressentit absolument rien, ce qui était exactement la preuve qu'elle était enfin totalement libre. Le 10 décembre 2024. Laura assistait au gala annuel des femmes d'affaires internationales, honorée en tant qu'entrepreneuse de l'année de Washington pour avoir fait de Bennett International un empire de conseil de 50 millions de dollars. Elle se tenait près des tables de vente aux enchères silencieuses, portant une superbe robe Valentino bleu nuit avec laquelle James l'avait surprise, ses cheveux noirs relevés en un chignon élégant, mettant en valeur les boucles d'oreilles en diamant qu'il lui avait offertes pour leur 5e anniversaire de mariage. À 37 ans, Laura n'avait jamais été aussi belle ni aussi confiante. Le succès lui allait comme un manteau parfaitement taillé. Elle le portait naturellement, confortablement, sans ce besoin désespéré de faire ses preuves qu'il avait animé durant ses premières années. Sa société de conseil employait désormais plus de 100 personnes sur 3 continents. Elle siégeait au conseil d'administration de 5 grandes œuvres caritatives, et ses analyses sur le commerce international étaient régulièrement citées dans le Wall Street Journal. Mais plus important encore, elle était profondément, complètement heureuse. James la traitait comme une reine chaque jour. Leurs fils jumeaux, Henry et William, étaient des enfants de 5 ans en bonne santé et brillants, scolarisés à la prestigieuse école Sidwell Friends, et leur vie de famille était tout ce dont elle avait rêvé autrefois, mais qu'elle n'avait jamais cru mériter. « Laura, ma chérie » appela Victoria l'anglais, glissant vers elle avec l'expression de quelqu'un porteur d'un délicieux commérage. Victoria était l'épouse du sénateur Reginald Hawthorne et l'une des mondaines les mieux connectées de Washington, une femme qui savait tout sur tout le monde et ne se gênait pas pour partager l'information. Victoria, sourit chaleureusement Laura, éprouvant une véritable affection pour la femme plus âgée qui était devenue à la fois un mentor et une amie au cours des dernières années. « Merci d'être venu ce soir. James sera désolé de t'avoir manqué. Il est à Bruxelles pour conclure un contrat de défense. »« Oh, je suis sûr qu'il se rattrapera, » dit Victoria avec un sourire entendu. « Cet homme vénère le sol sur lequel tu marches. Mais, ma chère, j'ai une nouvelle très intéressante, et tu es la première personne à qui j'ai pensé le dire. » Laura sirota son champagne, n'écoutant que d'une oreille distraite tout en observant la foule de l'élite du pouvoir de Washington. Elle repéra 3 juges de la Cour suprême, une douzaine de sénateurs et au moins 5 ambassadeurs, tous des clients potentiels pour son cabinet. Tous des gens qui recherchaient désormais son expertise plutôt que de la rejeter comme une aide invisible. C'est au sujet de Nathan Sterling, poursuivit Victoria. L'attention de Laura revint brusquement, précise comme un laser. Laura n'avait pas entendu ce nom prononcé à voix haute depuis des années. Elle voyait occasionnellement des mentions de lui dans la section affaires. Sa société de développement immobilier avait traversé difficilement plusieurs ralentissements économiques, nécessitant de multiples renflouements et sauvetages d'investisseurs. Mais il avait cessé depuis longtemps d'être pertinent dans sa vie. « Quoi à son sujet ?» demanda Laura, fière que sa voix reste stable et désintéressée. « Il va se marier » annonça Victoria avec un plaisir évident. Avec Amelia Hawthorne. La plus jeune fille du sénateur Hawthorne, 28 ans, absolument ravissante, fraîchement sortie de Harvard Law. La fête de fiançailles est le mois prochain à l'hôtel Willard. Tu sais,
là où tous les mariages politiques sont célébrés. Laura ressentit une lueur de quelque chose, pas de la douleur, pas de la jalousie, mais une sorte de curiosité lointaine, comme en apprenant des nouvelles d'un personnage d'un livre qu'elle avait lu il y a longtemps. « C'est intéressant, » dit calmement Laura. « Je suis sûr qu'ils seront très heureux ensemble. » Victoria étudia le visage de Laura avec l'intensité d'un scientifique examinant un spécimen particulièrement fascinant. « Tu sais, ma chérie, je m'attendais à plus de réactions. Après tout, il t'a fait subir ce divorce épouvantable. » Laura sourit, l'expression sereine d'une femme qui avait depuis longtemps traité et dépassé les vieilles blessures. « Victoria, c'était il y a une éternité. Je ne suis plus la même personne que celle qui était mariée à Nathan Sterling. Je lui suis en fait reconnaissante. S'il n'avait pas divorcé, je n'aurais jamais trouvé James, je n'aurais jamais eu mes fils, je n'aurais jamais bâti mon entreprise. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure chose qui ne vous soit jamais arrivée. » Tout de même, insista Victoria, cherchant clairement le drame. Cela doit piquer un peu de savoir qu'il épouse la fille d'un sénateur. Tout cet argent et cette connexion politique qu'il a toujours voulu. Laura rit, un son d'amusement authentique. Victoria, j'ai épousé un homme qui vaut 10 fois ce que Nathan aura jamais. Je dirige une entreprise qui a plus de succès que tout ce qu'il a jamais construit. Et j'ai 2 fils qui grandiront en sachant à quoi ressemble le véritable amour. Si quelqu'un doit être piqué, c'est probablement lui. Mais en prononçant ces mots, Laura réalisa qu'il se passait quelque chose d'intéressant dans son esprit. Pour la première fois en 5 ans, elle pensait activement à Nathan Sterling, non pas avec blessure ou colère, mais depuis une position de victoire si complète qu'elle se sentait presque désolée pour lui. Presque. Plus tard dans la soirée, après avoir accepté son prix et prononcé un discours sur l'entrepreneuriat féminin qui lui valut une ovation debout, Laura s'assit à l'arrière de la voiture de son chauffeur et se surprit à être véritablement curieuse de ses fiançailles. Elle sortit son téléphone et, pour la première fois depuis des années, chercha « Nathan Sterling » sur Google. Les résultats furent éclairants. Sa société, Sterling Développement, était en difficulté depuis des années, perdant de l'argent sur des projets ratés et nécessitant de multiples renflouements d'investisseurs pour rester à flot. Les articles les plus récents suggéraient qu'il cherchait désespérément de nouvelles sources de financement pour éviter la faillite. Les photos de fiançailles d'Amelia Hawthorne montraient une belle jeune femme aux cheveux blonds et aux traits patriciens, debout à côté de Nathan dans ce qui était clairement une séance photo mise en scène par des professionnels. Elle ressemblait au genre de femme que Nathan avait toujours pensé mériter. Jeune, belle, bien connectée, et probablement totalement inconsciente de ce dans quoi elle s'embarquait. Laura étudia le visage de Nathan sur les photos avec l'intérêt détaché d'un anthropologue examinant les artefacts d'une civilisation ancienne. Il semblait plus vieux, plus dur sur les bords, avec ce genre d'ambition désespérée qui venait d'années à courir après le succès sans jamais tout à fait l'atteindre. Son sourire sur les photos était calculé plutôt que sincère. L'expression d'un homme qui voyait le mariage comme une transaction commerciale plutôt que comme une histoire d'amour. Pauvre Amelia, murmura Laura pour elle-même, ressentant une sympathie sincère pour la jeune femme qui allait découvrir ce que signifiait être mariée à un homme incapable d'aimer vraiment. Lorsque Laura arriva chez elle, dans leur domaine de Potomac, elle trouva James dans son bureau, en vidéoconférence avec des clients à Londres. Il leva un doigt pour indiquer qu'il aurait bientôt fini, et Laura lui envoya un baiser avant de monter à l'étage pour voir leur fils. Henry et William dormaient paisiblement dans leurs chambres adjacentes, leurs visages de 5 ans angéliques dans la douce lueur de leur veilleuse. Laura resta un moment dans chaque embrasure de porte, s'émerveillant de leur perfection, de la clarté avec laquelle ils étaient aimés et en sécurité dans cet amour. Ces garçons ne se demanderaient jamais s'ils étaient désirés. Ils ne remettraient jamais en question leur valeur sur la base de l'incapacité de quelqu'un d'autre à les apprécier. Ils grandiraient en sachant que le véritable amour est patient, gentil, solidaire et inconditionnel, parce qu'ils en étaient témoins chaque jour entre leurs parents. « Comment était le gala ?» demanda James, apparaissant derrière Laura alors qu'elle regardait William dormir. Ses bras entourèrent sa taille et il déposa un doux baiser dans son cou. « J'ai gagné », dit simplement Laura, s'appuyant contre son torse. Entrepreneuse de l'année. Le trophée est dans la voiture. Je suis si fier de toi, murmura James contre ses cheveux, mais je ne suis pas surpris. Tu es la femme la plus extraordinaire de Washington, peut-être du monde. Laura se retourna dans ses bras, étudiant son visage dans la lumière tamisée du couloir. Après 6 ans de mariage, James la regardait toujours comme si elle était un miracle qu'il ne pouvait pas tout à fait croire mériter.
James, dit doucement Laura, j'ai appris quelque chose d'intéressant ce soir. Nathan Sterling se fiance. L'expression de James ne changea pas, mais ses bras se resserrèrent légèrement autour d'elle. Qu'est-ce que tu ressens à ce propos? Laura considéra la question sérieusement. Curieuse, surtout. Et reconnaissante. Voir cette annonce m'a fait réaliser à quel point j'ai tourné la page, à quel point tout s'est parfaitement arrangé. Je ne ressens ni blessure, ni colère, ni jalousie. Je me sens désolé pour sa fiancée, en fait, parce qu'elle est sur le point d'épouser un homme qui ne sait pas aimer. Exactement, dit James calmement. Laura sourit à son mari. Elle a 28 ans, James. Le même âge que j'avais quand Nathan m'a jeté comme un déchet. Elle n'a aucune idée de ce pourquoi elle signe. James étudia le visage de Laura avec attention. Y a-t-il quelque chose que tu as besoin de faire à ce sujet? Une forme de conclusion dont tu as besoin. Laura resta silencieuse un long moment, pensant à la jeune femme sur ses photos de fiançailles. Aux mots cruels que Nathan avait prononcés 5 ans plus tôt. À la vie qu'elle avait construite sur les cendres de ce mariage détruit. Je veux aller à la fête de fiançailles, dit finalement Laura. Pas pour me venger, pas pour faire un scandale, mais pour me montrer à quel point j'ai avancé. Et peut-être pour montrer à cette jeune femme à quoi ressemble le véritable amour, au cas où elle aurait besoin de voir la différence. James sourit. L'expression d'un homme qui soutiendrait sa femme dans tout ce dont elle avait besoin pour guérir complètement. Alors nous irons, dit-il simplement. Tous les 4. Et nous montrerons à Nathan Sterling et à tous les autres dans cette pièce exactement ce qu'il a perdu quand il était trop petit pour apprécier la femme la plus extraordinaire qu'il rencontrera jamais. Laura embrassa doucement son mari, goûtant l'amour, le soutien et la dévotion absolue dans son toucher. T'ai-je mentionné récemment que je suis ridiculement amoureuse de toi? Seulement chaque jour, répondit James avec un sourire, mais je ne me lasse jamais de l'entendre. Alors qu'ils marchaient main dans la main vers leur chambre, Laura sentit un sentiment d'achèvement s'installer en elle. Le cercle était sur le point de se refermer, non pas avec vengeance ou cruauté, mais avec la vérité simple et puissante de ce que sa vie était devenue. Nathan Sterling était sur le point d'épouser une autre jeune femme, probablement pour les mêmes raisons égoïstes pour lesquelles il avait épousé Laura. Mais cette fois, il y aurait des témoins de ce à quoi ressemblait le véritable amour. Cette fois, quelqu'un serait là pour montrer la différence entre un homme qui prend et un homme qui donne, entre l'amour conditionnel et la dévotion inconditionnelle qui bâtit des empires. Laura s'endormit cette nuit-là dans les bras de James, leur fils en sécurité dans leur chambre au bout du couloir, son entreprise prospère, son cœur complètement guéri. Demain, elle commencerait à planifier leur apparition à la fête de fiançailles de Nathan, non pas comme la femme brisée qui avait signé les papiers du divorce 5 ans plus tôt, mais comme Laura Bennett, entrepreneuse à succès, épouse bien-aimée, mère dévouée et preuve vivante que parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être heureux. Le passé était sur le point de rencontrer le présent, et Laura avait hâte de voir la tête de Nathan quand il réaliserait à quel point il s'était trompé sur tout. Chapitre 8, l'architecte du destin. Laura Bennett se tenait devant son dressing à 6 heures du matin par un matin enneigé de janvier, tenant une robe qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, et réalisa qu'elle s'apprêtait à orchestrer la présentation la plus importante de sa vie, sauf que cette fois, c'était elle le produit présenté. Le 15 janvier 2025, exactement 2 semaines avant la fête de fiançailles de Nathan Sterling à l'hôtel Willard. Laura avait passé le mois dernier à planifier leur apparition avec la même précision stratégique qu'elle apportait au contrat de conseil d'1 million de dollars. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de narration, de montrer la différence entre l'amour conditionnel et la dévotion inconditionnelle, de prouver que parfois la meilleure victoire était simplement de bien vivre. La robe dans ses mains était un chef-d'œuvre, de la soie vert émeraude qui ferait briller sa peau, coupée dans une silhouette classique à la fois élégante et subtilement imposante. Elle l'avait choisie spécifiquement parce que le vert était la couleur de la croissance, du renouveau et de la prospérité et tout ce que Nathan lui avait dit qu'elle n'atteindrait jamais. « Tu penses toujours à la Valentino ?» demanda James depuis l'encadrement de la porte de la chambre, déjà habillé pour le travail dans l'un de ses costumes parfaitement taillés. Même après 6 ans de mariage, Laura sentait son cœur bondir quand elle le regardait, cet homme qui choisissait de l'aimer plus profondément chaque jour, qui soutenait ses rêves aussi passionnément que les siens. « Elle est parfaite », dit Laura en rangeant soigneusement la robe dans sa housse de protection. « Mais je n'arrête pas de me demander si je ne réfléchis pas trop à tout ça. » James traversa la pièce et passa ses bras autour d'elle par derrière, son menton reposant sur son épaule alors qu'ils regardaient tous les deux la garde-robe soigneusement organisée qui reflétait la transformation de Laura,
d'étudiante en difficulté à entrepreneuse à succès. Laura, dit-il doucement, tu as bâti une entreprise de 50 millions de dollars, élevé 2 fils incroyables et créé une vie si belle que les gens écrivent des articles de magazines à ce sujet. Tu ne réfléchis pas trop. Tu t'assures simplement que lorsque tu entreras dans cette pièce, tout le monde verra exactement qui tu es devenu. Laura s'appuya contre la poitrine de James, puisant de la force dans sa confiance inébranlable en elle. Et si le voir ramenait tous ses vieux sentiments? Et si je me souvenais à quel point je me sentais brisé quand il m'a jeté? Alors tu regarderas nos fils, tu te souviendras combien je t'aime, et tu réaliseras qu'être rejeté par Nathan Sterling était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, répondit James avec une certitude tranquille. Bébé, tu n'es pas la même femme qui a signé ses papiers de divorce. Tu es Laura Bennett. Tu es magnifique, prospère, aimée et totalement incassable. Ce soir-là, Laura s'assit dans son bureau à domicile, passant en revue les renseignements qu'elle avait recueillis sur la situation actuelle de Nathan. Son succès commercial lui avait donné accès à des informations révélant à quel point leur fortune s'était inversée de façon spectaculaire. Sterling Développement perdait de l'argent à flot, soutenu uniquement par des accords d'investisseurs de plus en plus désespérés et des arrangements de prêt qui couleraient l'entreprise si ses projets actuels échouaient. Les fiançailles de Nathan avec Amelia Hawthorne n'étaient pas seulement romantiques, c'était un coup commercial calculé, conçu pour accéder aux relations politiques du sénateur Hawthorne et potentiellement obtenir des contrats gouvernementaux qui pourraient sauver son empire défaillant. Lecture intéressante, demanda Victoria Langlais, s'installant dans le fauteuil en face du bureau de Laura avec 2 verres de vin. Elle était devenue la source de renseignements non officiels de Laura, l'alimentant en informations sur la dynamique sociale de Washington avec l'enthousiasme d'une femme qui vivait pour l'intrigue politique. Fascinant, répondit Laura en fermant le dossier de rapports financiers et de coupures de presse. La société de Nathan est essentiellement un château de cartes tenu par l'argent des autres et sa capacité à charmer les investisseurs. Ce mariage n'est pas une question d'amour. C'est une question de survie. Pauvre Amelia, soupira Victoria de façon dramatique. Cette fille n'a aucune idée qu'elle est utilisée comme un atout commercial. Elle pense qu'elle est amoureuse d'un promoteur immobilier à succès. Elle ne réalise pas qu'elle est en fait fiancée à un homme désespéré qui voit les relations sénatoriales de son père comme son dernier espoir de salut financier. Laura ressentit un véritable pincement de sympathie pour Amelia Hawthorne. La jeune femme sur les photos de fiançailles avait l'air radieuse, croyant manifestement qu'elle s'embarquait dans une romance de conte de fées. Laura se souvenait de ce sentiment, la certitude absolue qu'elle était aimée, la joie de planifier un avenir avec quelqu'un, la confiance naïve qui avait rendu la trahison de Nathan si dévastatrice. Elle mérite mieux, dit Laura doucement. C'est vrai, acquiesça Victoria. Mais parfois, les gens doivent apprendre ces leçons à la dure. La question est, qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Laura resta silencieuse un long moment, considérant ses options. Elle pouvait simplement assister à la fête, faire la conversation poliment et partir. Elle pouvait créer une scène dramatique qui donnerait au cercle social de Washington de la matière à potin pour des mois. Ou elle pouvait faire quelque chose de bien plus élégant, se présenter comme la preuve vivante que le véritable amour existait, que les femmes pouvaient se reconstruire plus fortes qu'avant, que le bon homme verrait de la valeur là où le mauvais homme voyait de l'inutilité. Je vais dire la vérité, dit finalement Laura. Pas d'une manière cruelle, pas pour blesser qui que ce soit, mais simplement en étant moi-même. En me montrant avec James et nos fils, en étant authentiquement heureuse et prospère, en démontrant ce que ma vie est devenue après que Nathan a décidé que je ne valais pas la peine d'être gardée. Ça, dit Victoria avec une approbation évidente, c'est la vengeance la plus dévastatrice possible. Tu vas le tuer par la gentillesse et le succès. La semaine suivante passa dans un flou de préparatifs finaux. Laura se fit coiffer et maquiller par l'équipe qui travaillait avec les femmes les plus éminentes de Washington, s'assurant qu'elles seraient absolument radieuses, mais sans excès. James fit tailler son plus beau smoking à la perfection, comprenant qu'il représenterait non seulement lui-même, mais le genre d'homme qui chérissait vraiment sa femme. Mais ce fut la préparation des jumeaux qui s'avéra la plus importante pour Laura. Henry et William, maintenant âgés de 5 ans, étaient des enfants intelligents et bien élevés, qui avaient hérité de l'esprit vif de Laura et du charme naturel de James. Il comprenait qu'il assistait à une fête spéciale où il rencontrerait des gens qui avaient connu leur mère avant leur naissance. Maman, demanda Henry un soir alors que Laura l'aidait à choisir sa tenue une version miniature du smoking de James qui le faisait ressembler à un petit gentleman. Pourquoi cette fête est-elle si importante? Laura s'agenouilla pour rencontrer les yeux sombres et sérieux de son fils, voyant tellement de James dans son expression réfléchie.
Parce que parfois dans la vie, les gens font des erreurs sur d'autres personnes. Ils pensent que quelqu'un n'a pas de valeur alors qu'en fait, cette personne est très précieuse. Cette fête est une chance pour maman de montrer à certaines personnes qu'elles avaient tort à son sujet. Mais nous savons déjà que tu es précieuse, intervint William depuis sa position sur le lit de Laura où il arrangeait son nœud papillon avec la concentration d'un chirurgien. Papa nous dit tous les jours que tu es la maman la plus merveilleuse du monde. Le cœur de Laura s'enfla d'amour pour ces deux garçons parfaits qui n'avaient jamais connu autre chose qu'une sécurité absolue dans l'amour de leurs parents. C'est vrai, mon chéri. Et quand les gens verront notre famille ensemble, ils comprendront à quoi ressemble le véritable amour. Est-ce qu'on va rencontrer l'homme qui a été méchant avec toi, demanda Henri avec l'honnêteté directe d'un enfant de 5 ans. Laura choisit ses mots avec soin. C'est possible. Mais si nous le faisons, je veux que vous vous rappeliez que sa méchanceté n'avait rien à voir avec moi et tout à voir avec lui. Certaines personnes ne savent pas aimer correctement, et cela leur fait dire des choses cruelles. Mais regardez ce qui s'est passé, parce qu'il ne pouvait pas m'aimer comme je le méritais, j'ai trouvé votre papa qui m'aime parfaitement. Et puis nous vous avons eu, vous aussi, ce qui signifie que sa méchanceté a en fait conduit aux plus belles choses de ma vie. Les jumeaux absorbèrent cette sagesse avec le sérieux d'enfants élevés pour penser de manière critique au monde qui les entourait. Alors on va lui montrer ce qu'il a raté, demanda William. Nous allons montrer à tout le monde à quoi ressemble le véritable amour, corrigea doucement Laura. La veille de la fête de fiançailles, Laura se tenait devant le miroir de sa salle de bain, mettant les boucles d'oreilles en diamant que James lui avait offertes pour leur anniversaire et des pierres si brillantes qu'elles captaient la lumière de l'autre bout de la pièce. Son reflet montrait une femme dans la fleur de l'âge, confiante, prospère, profondément aimée et complètement en paix avec celle qu'elle était devenue. James apparut derrière elle, déjà vêtu de son smoking, on aurait dit qu'il sortait tout droit de la couverture d'un magazine. « Tu es à couper le souffle, » dit-il doucement, en posant ses mains sur ses épaules. « Nous formons un beau couple, » observa Laura en étudiant leur reflet, deux personnes qui avaient trouvé leur moitié, qui tiraient le meilleur l'un de l'autre, qui avaient bâti quelque chose de magnifique sur les fondations d'un amour sincère et d'un respect mutuel. « Nous ressemblons à ce que nous sommes, » corrigea James. « Une famille, un partenariat, la preuve vivante que le véritable amour existe. » Laura se retourna dans ses bras, sa robe émeraude froufroutant doucement. « James, demain soir pourrait être difficile pour moi. Revoir Nathan, être dans la même pièce où tant de mes insécurités sont nées. J'aurais peut-être besoin qu'on me rappelle qui je suis aujourd'hui. » James prit son visage en coupe, ses pouces caressant ses pommettes avec une tendresse infinie. « Laura Bennett, tu es la PDG d'un cabinet de conseil international valant 50 millions de dollars. Tu es la mère de 2 fils brillants et magnifiques qui t'adorent. Tu es l'épouse d'un homme qui tombe un peu plus amoureux de toi chaque jour. Tu es puissante, accomplie, généreuse, bienveillante et absolument magnifique. Et si tu oublies quoi que ce soit de tout cela demain soir, je passerai chaque instant à te le rappeler. » Laura embrassa doucement son mari, goûtant l'amour, le dévouement et la sécurité absolue dans son contact. « Je t'aime, James Bennett. Quoi qu'il arrive demain, je t'aime. »« Je t'aime aussi, » répondit James. « Et demain soir, tout le monde dans cette salle de bal verra exactement pourquoi je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Alors que Laura s'endormait cette nuit-là dans les bras de James, leur fils en sécurité dans leur chambre au bout du couloir, elle sentit un calme déterminé l'envahir. Demain soir, il ne s'agirait ni de vengeance, ni de drame, ni de prouver quoi que ce soit à quiconque. Il s'agirait de tourner la page, de se montrer à elle-même le chemin parcouru, de démontrer à quiconque avait besoin de le voir que l'amour le vrai, l'inconditionnel, le transformateur pouvait guérir n'importe quelle blessure et bâtir n'importe quel rêve. Elle était prête à affronter son passé en tant que femme qu'elle était devenue, forte, accomplie, aimée et sans aucune honte du voyage qui l'avait menée à ce moment de bonheur parfait. La jeune fille détruite par des mots cruels avait disparu. À sa place se tenait Laura Bennett, et demain soir, elle brillerait comme le diamant qu'elle avait toujours été. Il avait juste fallu le bon homme pour reconnaître son éclat et les bonnes circonstances pour laisser sa lumière illuminer le monde. Chapitre 9, la tempête qui gronde. Au matin de la fête de fiançailles de Nathan Sterling, Laura Bennett se réveilla dans les bras de son mari et réalisa que certaines tempêtes n'étaient pas destinées à détruire. Elles étaient faites pour balayer tout ce qui était faux afin que seule la vérité subsiste. C'était le 1er février 2025, un samedi matin frisquet à Washington. Mais le sommeil de Laura avait été agité, rempli de rêves à demi oubliés et d'une boule d'angoisse inattendue. De l'autre côté des fenêtres de leur domaine de Potomac,
le monde était peint de nuances d'argent et de blanc, mais à l'intérieur, Laura se sentait tout sauf paisible. Mauvais rêve? Murmura James contre ses cheveux, et Laura réalisa qu'il était réveillé lui aussi, l'ayant probablement senti se tourner et se retourner toute la nuit. Des rêves stupides, admit Laura, surprise par son propre aveu. J'ai rêvé que j'arrivais ce soir et que je ne me souvenais plus de qui j'étais. Comme si j'étais redevenue cette femme brisée d'il y a 10 ans. James se recula pour la regarder, ses yeux sombres sérieux dans la pâle lumière matinale. Laura, si tu ne veux pas faire ça. Je veux le faire, le coupa Laura, peut-être trop rapidement. J'en ai besoin. C'est juste que... Je ne m'attendais pas à être nerveuse. Nerveuse de le voir ou nerveuse de la façon dont je réagirais en le voyant? La voix de James portait une pointe de tension qu'elle entendait rarement, et Laura réalisa que son mari n'était pas aussi calme à propos de ce soir qu'il le prétendait. Elle étudia le visage de James, y voyant quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, non seulement un amour protecteur, mais une possessivité réelle, primitive, masculine qu'il gardait habituellement soigneusement contrôlée. James, dit-elle doucement, es-tu jaloux? Terrifié, corrigea James avec une honnêteté brutale. Pas de lui, mais de ce que le revoir pourrait te faire, de la possibilité qu'une partie de toi encore. Il laissa sa phrase en suspens, incapable de terminer sa pensée. Laura ressentit une vague d'émotion qui la surprit, non pas de l'irritation face à son doute, mais de la tendresse pour sa vulnérabilité. James Bennet, qui commandait des conseils d'administration remplis de généraux et de sénateurs, qui avait bâti un empire à partir de rien, avait peur de la perdre au profit d'un fantôme de son passé. Qu'une partie de toi encore. Quoi? Insista doucement Laura. Ressente quelque chose pour lui. La mâchoire de James se crispa. Je sais que c'est irrationnel. Je sais que tu m'aimes, mais Laura, tu as été mariée avec lui pendant 5 ans. Ça ne disparaît pas comme ça. Laura l'embrassa tendrement, goûtant à son inquiétude et à cette honnêteté brute qui la faisait retomber amoureuse de lui encore et encore. Tu as raison, dit-elle calmement. Je ressentirai toujours quelque chose pour Nathan Sterling. James se figea sous elle. De la gratitude, poursuivit Laura, regardant le soulagement inonder son expression. Je lui serai toujours reconnaissante d'avoir été exactement le mauvais homme pour moi, afin que je puisse reconnaître le bon quand il m'a trouvé. Bonjour, répondit Laura en se tournant pour étudier le visage de James. C'est le grand jour. C'est le grand jour, acquiesça James, le regard sérieux mais apaisé. Comment te sens-tu? Laura réfléchit honnêtement à la question. Paisible, dit-elle, surprise par la vérité de ses mots. Je pensais que je serais nerveuse ou anxieuse, mais je me sens juste prête. Prête à clore ce chapitre définitivement. Ils restèrent allongés un moment, écoutant les bruits de leur fils qui commençait à s'agiter dans les chambres au bout du couloir. La voix de William jacassait déjà avec excitation, tandis que les réponses plus mesurées d'Henry créaient un modèle de conversation qui fit sourire Laura. Ils sont excités pour ce soir, observa James. William prépare ses sujets de conversation depuis des jours. Ils ne m'ont jamais vu interagir avec quelqu'un de mon passé, dit Laura pensivement. Pour eux, j'ai toujours été leur mère heureuse et accomplie. Ce soir, ils verront la preuve que je n'ai pas toujours été cette personne. Non, corrigea doucement James. Ce soir, ils verront la preuve que tu as toujours été cette personne. Tu avais juste besoin des bonnes circonstances pour laisser briller ton vrai toi. Au petit déjeuner, la famille Bennett se réunit autour de l'îlot de cuisine comme chaque week-end, les jumeaux encore en pyjama. Laura portait l'une des chemises de James, et James lui-même préparait ses célèbres pancakes aux myrtilles tandis que les garçons aidaient en disposant des fruits en motifs élaborés. Maman, dit sérieusement Henry, étudiant le visage de Laura avec l'intensité qu'il avait hérité de ses 2 parents. Tu as l'air différente aujourd'hui. Différente comment? Demanda Laura, sincèrement curieuse de la perception de son fils de 5 ans. Comme si tu te préparais pour quelque chose de vraiment important, répondit Henry. Comme quand tu as de grandes réunions avec des présidents et tout ça. William hocha la tête sagement. Mais aussi comme quand tu aides les enfants à l'hôpital à se sentir mieux. Comme si tu allais aider quelqu'un ce soir. Laura échangea un regard avec James, émerveillée comme toujours par l'intelligence émotionnelle de leur fils. Ces garçons avaient été élevés pour prêter attention aux sentiments, pour comprendre que les émotions étaient des informations précieuses, pour faire confiance à leur instinct concernant les gens et les situations.
Vous êtes tous les deux très intelligents, dit Laura en les serrant contre elle pour un câlin qui sentait le sirop et la douceur de l'enfance. Ce soir est important, mais pas parce que je suis nerveuse. C'est important parce que c'est la dernière pièce d'un vieux puzzle que je dois terminer avant de pouvoir le ranger pour toujours. Est-ce que tu seras triste, demanda William avec la franchise d'un enfant qui n'avait jamais appris à cacher ses sentiments. Non, mon chéri, dit Laura avec une certitude absolue. Je serai reconnaissante, parce que ce soir, je pourrai montrer au monde entier à quel point j'aime votre papa et à quel point je suis fier d'être votre maman. Cet après-midi-là, pendant que James emmenait les garçons à leur cours de natation au country club, Laura passa du temps dans son bureau à domicile à revoir le discours qu'elle avait préparé, non pas pour la fête de fiançailles, mais pour sa propre paix intérieure. Elle avait écrit tout ce dont elle voulait se souvenir sur qui elle était maintenant, tout ce à quoi elle devait se raccrocher si voir Nathan déclenchait de vieilles insécurités. La liste était à la fois simple et profonde. Tu es Laura Bennett, PDG de Bennett International Consulting. Tu emploies 127 personnes sur 3 continents. Tu as conseillé des gouvernements, des entreprises du Fortune 500 et des organisations internationales. Tu es marié à un homme qui te voit comme un miracle. Tu es la mère de 2 fils qui pensent que tu as accroché la lune. Tu n'as jamais été plus belle, plus accomplie ou plus aimée. Tu as bâti tout cela à partir de rien, de tes propres mains et de ton esprit. L'opinion de Nathan Sterling sur toi était fausse à l'époque et est sans importance aujourd'hui. Ta valeur n'a jamais été déterminée par la capacité de quelqu'un d'autre à l'apprécier. En fin d'après-midi, la maison s'était transformée en un chaos élégant alors que la famille se préparait pour la soirée. La styliste de Laura arriva pour parfaire sa coiffure et son maquillage, créant un look à la fois intemporel et contemporain, assez sophistiqué pour l'élite sociale de Washington, assez naturel pour souligner son bonheur authentique. La robe Valentino vert émeraude lui allait comme si elle avait été conçue spécifiquement pour son corps, la soie accrochant la lumière d'une manière qui faisait rayonner sa peau de santé et de contentement. Ses bijoux étaient discrets mais parfaits, les boucles d'oreilles en diamant que James lui avait offertes, son alliance qui captait la lumière comme de la poussière d'étoiles, et un délicat bracelet rivière qui avait été son cadeau d'anniversaire. « Maman, tu ressembles à une princesse », déclara William lorsque Laura sortit de son dressing, sa voix de 5 ans remplie d'une admiration sincère. « Tu ressembles à toi-même », ajouta Henry avec sa précision typique, mais en version très chic. James apparut dans l'encadrement de la porte, portant son smoking parfaitement taillé, et le souffle de Laura se coupa devant son allure distinguée. C'était un homme qui commandait des armées et des empires, mais ce soir, il serait son partenaire, son soutien, son rappel que le véritable amour existait dans ce monde. « Tu es absolument éblouissante », dit James doucement en traversant la pièce pour lui prendre les mains. Tout le monde dans cette salle de bal va voir exactement ce que Nathan Sterling a perdu quand il a été trop stupide pour apprécier la perfection. Les jumeaux étaient tout aussi beaux dans leur smoking miniature, leurs cheveux bruns parfaitement coiffés, leurs visages illuminés par l'excitation d'assister à leur première fête d'adulte. Ils comprenaient que c'était une occasion spéciale et s'étaient préparés en conséquence, s'entraînant à serrer des mains, révisant l'étiquette des fêtes et choisissant des sujets de conversation intéressants pour les adultes. « Rappelez-vous, » leur dit Laura alors que leur chauffeur les installait dans la Mercedes, « nous représentons notre famille ce soir. Cela signifie que nous sommes gentils avec tout le monde, polis même si les gens ne le sont pas avec nous, et nous montrons à tous à quoi ressemble le véritable amour. » Compris, maman, chorèrent les jumeaux, s'installant dans leur siège auto avec le sérieux de petits diplomates s'embarquant pour une mission importante. Alors que leur voiture serpentait dans le trafic du soir de Washington vers l'hôtel Willard, Laura se surprit à penser au voyage qui l'avait menée à ce moment. 10 ans plus tôt, elle avait été une femme brisée signant des papiers de divorce, se croyant sans valeur et indigne d'amour. 5 ans plus tôt, elle avait été une étudiante en difficulté cumulant 3 emplois et rêvant de quelque chose de mieux. Ce soir, elle était Laura Bennett, entrepreneur à succès, épouse aimée, mère dévouée et preuve vivante que parfois, la pire chose qui vous arrive devient le catalyseur de la meilleure chose qui puisse vous arriver. James, dit Laura doucement alors que l'hôtel Willard apparaissait, sa façade élégante illuminée contre le ciel d'hiver. J'ai besoin que tu saches quelque chose. Tout ce que tu veux, répondit James en lui prenant la main. Il y a 10 ans, quand Nathan m'a détruite, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que je ne serais plus jamais heureuse, plus jamais aimée, que je ne ferais jamais rien de ma vie. Mais assise ici ce soir avec toi et nos fils, sachant ce que nous avons construit ensemble, je peux honnêtement dire que je suis reconnaissante pour chaque instant de douleur qui m'a mené à toi. James porta sa main à ses lèvres,
embrassant ses jointures avec la révérence d'un homme vénérant quelque chose de sacré. Laura, tu es la chose la plus extraordinaire qui me soit jamais arrivée. Ce soir, tout le monde dans cette salle de bal verra ce que je vois chaque jour. Une femme si magnifique que tomber amoureux d'elle a été comme gagner à la loterie cosmique. Les garçons écoutaient cet échange avec l'attention concentrée d'enfants qui comprenaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'important. Alors que leur voiture s'arrêtait devant l'entrée de l'hôtel Willard, où les photographes attendaient pour capturer l'arrivée de l'élite de Washington à la fête de fiançailles de la fille du sénateur Hawthorne, Laura sentit un sentiment de plénitude s'installer en elle. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité. Il s'agissait d'arriver exactement comme celle qu'elle était devenue, accomplie, aimée, heureuse et complètement en paix. Prête, demanda James alors que leur chauffeur ouvrait la porte. Laura regarda son mari, ses fils, puis l'élégant hôtel où elle s'apprêtait à affronter son passé. Prête, dit-elle avec une confiance tranquille. Et alors que la famille Bennett sortait de la voiture pour fouler le tapis rouge, Laura réalisa qu'elle ne s'était jamais sentie aussi belle, aussi puissante, ni aussi reconnaissante pour le chemin compliqué qu'il avait mené à ce moment. Ce soir, Nathan Sterling verrait exactement ce qu'il avait perdu. Mais plus important encore, Laura verrait exactement ce qu'elle avait gagné. Et c'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, et plus qu'elle n'avait jamais osé espérer. La tempête était sur le point d'éclater, mais Laura Bennett était prête pour la suite, car elle n'était plus la femme qui pouvait être brisée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à voir sa valeur. Elle était magnifique, et ce soir, le monde entier allait le savoir. Chapitre X, quand les reines récupèrent leur couronne. Le silence qui s'abattit sur la grande salle de bal de l'hôtel Willard lorsque Laura Bennett fit son entrée fut si complet que même le quatuor à cordes s'arrêta au milieu d'une note. Elle sut alors que 10 ans de reconstruction l'avaient menée à ce moment parfait de jugement. Laura traversa la foule de l'élite de Washington comme une force de la nature drapée de soie émeraude, flanquée de James dans son smoking impeccable et de leurs fils jumeaux, qui ressemblaient à des princes miniatures. Chaque conversation cessa. Chaque tête se tourna. Chaque personne dans cette pièce comprit soudain qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire. « Mon Dieu !» chuchota quelqu'un. « Est-ce vraiment elle ?» Laura Bennett, confirma une autre voix. « Regardez cette famille. Regardez comme ils sont heureux. Nathan Sterling est sur le point de passer la pire soirée de sa vie. » Laura sentait le poids de chaque regard, mais au lieu de l'anxiété qu'elle avait redoutée, elle ne ressentait que calme et certitude. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de vérité. Et la vérité avait le don d'illuminer tout ce qu'elle touchait. « Le voilà », dit calmement Henry, sa voix de 5 ans portant la gravité de quelqu'un de bien plus âgé. « L'homme qui t'a fait du mal, maman. » Laura suivit le regard de son fils vers l'endroit où Nathan se tenait près d'une sculpture de glace, prisonnier d'une conversation animée avec un groupe d'investisseurs. Même à travers la pièce, elle pouvait voir le désespoir dans sa posture, la façon dont il gesticulait trop amplement, riait trop fort. C'était un homme essayant de vendre quelque chose que personne ne voulait acheter. Il a l'air plus petit que ce à quoi je m'attendais, observa William avec une précision saisissante. La main de James trouva le dos de Laura, stable et chaude. « Tu es prête pour ça ?» Laura redressa les épaules, sentant la puissance que 6 années d'amour inconditionnel lui avaient donnée. « Je suis prête depuis 10 ans. » Ils s'approchèrent comme le destin lui-même. Imparable, inévitable, parfait. Laura observa le moment exact où Nathan prit conscience de sa présence. Sa coupe de champagne se figea à mi-chemin de ses lèvres. Son faux sourire se glaça, et quelque chose ressemblant beaucoup à de la terreur traversa son visage. « Bonjour, Nathan. » La voix de Laura traversa le brouhaha de la salle de bal comme une lame traversant la soie. Nathan se tourna lentement, et elle vit une décennie de confiance soigneusement construite s'effondrer en temps réel. Laura. Son nom sortit étranglé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» « Je célèbre, » répondit Laura avec une chaleur authentique, puis elle se tourna vers la superbe jeune femme à ses côtés. « Vous devez être Amelia. Félicitations pour vos fiançailles. Vous êtes radieuse. » Amelia Hawthorne était tout ce que Laura avait été autrefois. 28 ans. Belle. Rayonnante de la certitude d'être aimée. Mais il y avait une intelligence dans ses yeux qui suggérait qu'elle voyait plus que ce que la plupart des gens réalisaient. « Merci, » dit gracieusement Amelia. « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. » Laura Bennett. Laura tendit la main. «
Voici mon mari James et nos fils, Henry et William. Nathan et moi avons été mariés, il y a très longtemps. La température dans leur voisinage immédiat semble chuter de 10 degrés. Laura pouvait sentir l'attention des invités proches, pouvait pratiquement entendre les caméras mentales s'enclencher alors que l'élite sociale de Washington réalisait qu'elle assistait à la confrontation de la décennie. Marié ? Répéta lentement Amelia, son regard perçant passant de Laura à Nathan. Il a mentionné une ex-femme. Mais quoi ? Demanda doucement Laura. Mais pas quelqu'un comme vous ? L'honnêteté d'Amelia était rafraîchissante. Pas quelqu'un de si manifestement accompli, si clairement heureux. Le visage de Nathan était devenu livide. Amelia. Peut-être devrions-nous. Devrions-nous quoi ? La voix d'Amelia portait une nouvelle pointe de dureté. Prétendre que ce n'est pas fascinant ? Laura. Votre cabinet de conseil est Bennett International, n'est-ce pas ? Mon père dit le plus grand bien de votre travail. Votre père a un excellent jugement, sourit Laura, et vous avez un excellent instinct. Je vois pourquoi Nathan a été attiré par vous. Oui, intervint Henry avec la franchise de ses 5 ans. Vous semblez beaucoup plus gentil que lui. La brutalité innocente de la remarque était parfaite. Plusieurs invités à proximité dissimulèrent à peine leur rire, tandis que Nathan semblait vouloir disparaître dans le sol de marbre. Vos enfants sont magnifiques, dit Amelia, son regard s'attardant sur les jumeaux avec quelque chose que Laura ne pouvait pas tout à fait lire. Des jumeaux, ça a dû être une telle bénédiction. La plus grande bénédiction de nos vies, dit doucement James, sa main venant se poser sur l'épaule de William. Nous sommes incroyablement reconnaissants. Des jumeaux, répéta Nathan en écho, le mot sonnant creux et étrange. Laura sentit le serrement familier dans sa poitrine, non pas de la honte, mais le fantôme d'une vieille douleur. Oui, Nathan. Des jumeaux. Des garçons identiques, en bonne santé et parfaits à tous égards. Mais tu. Nathan s'arrêta, jetant un coup d'œil au public captivé qu'ils avaient attiré. Mais je quoi ? La voix de Laura était d'une douceur mortelle. Amelia s'approcha, son instinct lui hurlant clairement que quelque chose n'allait vraiment pas. Nathan, qu'allais-tu dire ? Le silence s'étira, tendu comme un fil de fer. Laura pouvait sentir la tension de James, pouvait sentir la confusion de ses fils face aux sous-entendus adultes qu'ils ne pouvaient comprendre. Rien, dit rapidement Nathan. Juste que je suis surpris. Heureux pour toi, bien sûr. L'es-tu ? Laura inclina la tête, étudiant son visage avec l'intérêt détaché d'un scientifique examinant un spécimen particulièrement décevant. Es-tu vraiment heureux que la femme que tu as traitée de stérile et d'insignifiante ait fini par avoir une belle famille avec un homme qui savait réellement comment l'aimer ? Les mots tombèrent dans la salle de bal comme des pierres dans une eau calme, envoyant des ondes de choc à travers chaque conversation à portée de voix. Amelia se figea. Qu'est-ce que vous venez de dire ? J'ai dit que votre fiancé m'a un jour dit que j'étais stérile et sans valeur, répéta calmement Laura. Entre autres choses, il a ri quand il m'a remis les papiers du divorce et a dit que personne ne m'aimerait jamais parce que je ne pouvais pas remplir la fonction basique d'une épouse. Le silence était assourdissant. Laura pouvait entendre la respiration saccadée d'Amelia, pouvait voir le moment où la compréhension se fit jour dans ses yeux intelligents. Nathan, la voix d'Amelia était dangereusement calme. Est-ce vrai ? C'était il y a 10 ans, dit désespérément Nathan. J'étais différent à l'époque. Plus jeune. J'ai dit des choses sous le coup de la colère que je ne pensais pas. Oh, tu les pensais ? L'interrompit doucement Laura. Et je suis reconnaissante que tu l'aies fait, car cela m'a montré exactement qui tu es vraiment quand les choses deviennent difficiles, quand la vie ne se déroule pas comme prévu, quand quelqu'un que tu prétends aimer a besoin de soutien au lieu de cruauté. Elle se tourna vers Amelia avec une compassion sincère. La question que vous devez vous poser est celle-ci, que dira-t-il de vous quand vous le décevrez inévitablement ? Et vous le décevrez, Amelia, parce que c'est ce que font les êtres humains. Nous échouons. Nous luttons. Nous avons de mauvais jours et des circonstances impossibles. L'homme qui vaut la peine d'être épousé est celui qui vous aime plus dans ces moments-là, pas moins. Les mains d'Amelia tremblaient maintenant, et Laura remarqua qu'elle tournait sa bague de fiançailles avec une anxiété inconsciente. J'ai besoin d'air, dit calmement Amelia, puis elle regarda directement Nathan. Ne me suis pas. J'ai besoin de réfléchir. Elle s'éloigna sans un autre mot, laissant Nathan seul au milieu des décombres de sa soirée soigneusement planifiée.
Tu as tout gâché, dit Nathan, sa voix se brisant sous une décennie de panique refoulée. Non, répondit Laura avec un calme infini. Je l'ai sauvé de commettre la même erreur que moi, l'erreur de croire que quelqu'un qui vous démolit quand vous êtes vulnérable vous aime réellement. Elle rassembla sa famille autour d'elle, la force tranquille de James, la chaleur innocente de ses fils, la vie qu'ils avaient bâtie sur des cendres et de la détermination. Adieu, Nathan. J'espère qu'un jour tu apprendras la différence entre l'amour et la possession. Pour votre bien à tous les deux. Alors qu'ils marchaient vers la sortie, Laura sentit le poids de chaque regard, de chaque conversation chuchotée, de chaque téléphone enregistrant discrètement ce qui deviendrait la confrontation sociale la plus commentée de Washington depuis des années. Mais rien de tout cela ne comptait comparé à la sensation de la main de James dans la sienne, au son du rire de ses fils, à la certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. Près du vestiaire, Amelia apparut une dernière fois. « Madame Bennett, dit-elle doucement. Merci. Je pensais être amoureuse. Mais en vous regardant avec votre famille, je réalise que je n'ai jamais vu à quoi ressemblait le véritable amour. » Laura sourit avec une chaleur sincère. « Vous le verrez, Amelia. Quand vous trouverez quelqu'un digne de vous, vous connaîtrez la différence. » Alors que la famille Bennett sortait dans la nuit fraîche de février, Laura sentit quelque chose changer en elle. Pas un triomphe, pas une vindicte, mais un achèvement. La femme effrayée et brisée qui avait signé des papiers de divorce 10 ans plus tôt avait enfin, complètement disparu. « Comment te sens-tu » demanda James alors qu'ils s'installaient dans leur voiture. Laura regarda ses fils endormis, puis son mari, qu'il avait aimé jusqu'à la guérison, qui lui avait donné tout ce que Nathan avait juré qu'elle n'aurait jamais. « Comme moi-même, dit-elle simplement. Enfin, complètement moi-même. » Et alors qu'ils rentraient chez eux à travers les rues calmes de Washington, Laura réalisa que la meilleure vengeance n'était pas de détruire le bonheur de quelqu'un d'autre. C'était de construire quelque chose de si beau, de si manifestement béni, que leur absence de ce bonheur devenait leur punition. Nathan Sterling avait eu tort sur toute la ligne, mais ses erreurs l'avaient mené vers tout ce qui était juste, et c'était la fin la plus parfaite qu'elle aurait pu imaginer.